le message que j'ai à l'égard des jeunes qui sont en recherche d'emploi, de première expérience, c'est de voir cette période comme une formidable opportunité et de ne jamais se censurer eux-mêmes. C'est d'y croire, de taper à 1, 2, 3, 10 portes, mais de ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher. Et l'autocensure, c'est donner raison à ceux qui ne vous font pas confiance. Se dire, cette formation ou cet emploi n'est pas pour moi, c'est donner raison à des gens qui pensent que parce que vous êtes né quelque part, vous n'avez pas le droit d'aller dans tel secteur ou d'embrasser tel ou tel projet. Et ça, c'est une trahison profonde du message qu'est la République, et je dirais plus largement qu'est la France. Notre message, c'est un message justement d'espoir, mais pas d'espoir vain, évanescent. Non, de se dire, quand on se donne les moyens, on peut gravir les marches. Et ce moment, qui est un moment de reconquête économique, de réindustrialisation, c'est, je le crois très profondément, le temps où la France peut enfin retrouver ce dont elle a la nostalgie, mais qui doit redevenir une espérance pour les mois et les années qui viennent, celle de la reconquête aussi, de la marche vers le progrès pour chaque individu et de la possibilité de saisir des opportunités nouvelles. Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo React. Alors je me baladais en fait sur LinkedIn comme un futur ingénieur, un ingénieur chômeur qui plus est. Je suis tombé sur cette vidéo de Macron, donc que vous avez vu au début. Et en fait, Monsieur Macron a parti vrai avec ce discours, mais il n'a pas la réalité des choses. Et du coup, en fait, c'est une très bonne introduction pour ma vidéo où je vais vous présenter en fait mon parcours professionnel 2020-2021 qui réagira en fait à cette vidéo. Je vais pas m'éterniser longuement sur mon parcours. Le parcours, il est plutôt classique. J'ai fait un DUT génie mécanique et productique à Lyon qui s'est bien passé. J'ai fait une alternance de un an chez Iveco qui s'est très bien passé. Et du coup, en fait, j'ai enquis dans ce domaine qui m'allait plutôt bien. Remarquez dans ma chaîne YouTube. Je suis quand même assez passionné de tout ce qui est sport mécanique, de mécanique de manière générale, et en fait être chez Iveco, groupe Fiat Chrysler Automobile, CNH Industrial, c'est quand même pas rien comme première expérience, donc moi ça m'allait très bien. J'ai fait un an chez eux, j'aurais pu continuer mais c'était très loin. Alors pour vous donner un ordre d'idée, Lyon c'est là, et Annonay c'est là. C'est extrêmement loin, je me levais à des heures pas possibles, à 6 h du matin. Donc en fait j'ai enquis derrière sur mes 3 ans en école d'ingé. 3 ans que j'ai fait à l'ECAM, que j'ai fait chez Gerflor, donc qui s'est très bien passé. Prochainement que je vais vous raconter commence en fait à ma 3e année d'école d'ingénieur en 2020. Situer les choses dans cette année, en mars 2020, il y a un moment charnière dans ma vie, c'est là où je m'apprête à faire mon stage à l'étranger. Je suis chez Gerflor, donc qui fait des revêtements de sol, et j'ai choisi de faire mon stage chez DMW en Allemagne. Très bien accueilli d'ailleurs, mais bon ça j'en parlerai plus tard. C'est une année charnière parce que c'est là où en fait normalement je dois commencer à partir de chez moi. Juste avant en fait de partir à l'étranger, je pars à Venise à peu près en février 2020. Le timing est plutôt bon. La Lombardie est l'un des principaux foyers de contamination avec la Vénétie. Plus d'une dizaine de villes sont confinées, coupées du monde. Je me retrouve en fait en Lombardie, Vénétie, avec le Covid qui éclate en Europe là. C'est quand même quelque chose quoi. J'arrive du travail et je trouve le directeur d'usine qui arrive et qui me dit « Younes, voilà, on écoute les news comme tout le monde, ton projet va décaler d'1 semaine. Voilà, tu dois partir en Allemagne chez DLW, on va pas t'envoyer en Allemagne maintenant.
parce que là tu vas commencer à porter un masque. Je devais être le premier mec en France à devoir porter un masque, ça c'est clair et net. Je pense au travail c'était humiliant, au début on s'en rappelle pas trop mais c'était humiliant. T'es là, tout le monde te regarde comme un pouilleux. Salut, bon du coup. Ouais c'était quelque chose. Il se passe une semaine où en fait je dois prendre la température, je dois faire des suivis avec l'infirmière, c'est génial. Je travaille tout seul dans mon ordi, je me fais traiter de pouilleux, mais bon, c'est pas grave. Je fais une semaine, au bout d'une semaine c'est bon, on valide comme quoi je peux partir en Allemagne. Je pars le jour après OL Juventus, si je me rappelle bien. Alors non, il y a eu OL Juventus ce mois-ci, le potentiel cluster, où j'y étais. C'est dans la semaine, je crois que c'était mardi ou mercredi, je me rappelle plus, Ligue des Champions, on avait gagné, yes. Et OL Saint-Etienne juste après, et en fait je pars le lendemain de OL Saint-Etienne. 1200 km, c'est long 1200 km. J'arrive, donc je fais un petit détour pour voir le Potoben à Cologne, je reste une petite nuit. Et après, voilà, je pars en gros direction Delmenhorst, qui est une petite ville à 20 minutes à côté de Brême. Ça se passe très très bien. Alors, les gars, moi j'étais luxe, mais luxe, j'étais Gucci. Pour vous donner un ordre d'idée, les mecs me payaient l'hôtel, la nourriture à l'hôtel, tout ce qui était frais de bouffe, j'avais rien à sortir. Ils me payaient aussi les indemnités kilométriques, je pouvais sortir la bagnole, c'était incroyable. Ça c'est en mars 2020. Très cool d'ailleurs, j'embrasse Mathias si tu vois cette vidéo. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Non, pas comme ça. Guten Tag. Le temps passe, je commence mon projet, je me fais une petite visite à Brême, tranquillement. On arrive au 20 mars 2020. S'il y en a qui ne se rappellent pas ce qui se passe le 20 mars 2020, voici ce qui se passe. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre, donc deux choses qui vont m'impacter. Déjà, en fait, je travaille dans un groupe français, et du coup, qui dit groupe français, dit une fois que Macron parle, c'est arrêt des projets, arrêt définitif des projets, que les projets stratégiques qui sont encore en place, moi mon projet il venait de débuter, ou m'y saute. Il y a deux choix, soit je me retrouvais, option numéro 1, à continuer, l'hôtel était payé de toute façon, donc je pouvais me balader, soit je rentrais. Je rentrais à Lyon, donc c'est le deuxième choix que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que ça sentait la merde, on va pas se mentir. Maintenant on peut dire oui Younes, il aurait pu fallu rester. Je connais quelqu'un qui est resté quand c'était la merde, mais moi j'avais l'envers du décor avec ma mère. Ma mère est médecin et était chargée de faire les dépistages à Édouard Herriot. Donc je rentrais, j'étais dégoûté. Alors il faut savoir que j'ai fait Delmenhorst-Lyon en 11 heures, avec 2 amendes au Luxembourg. Alors je me mettrais peut-être ma tête au Luxembourg, c'est énorme, je sentais que c'était le dégoût. C'était luxe par contre, il n'y avait personne, premier confinement, c'était couvre-feu total. On avait l'impression d'être dans American Nightmare, c'était ligne droite. T'as jamais vu ça, Google, c'était vert, genre vert. Je rentre et s'ensuit, 6 semaines de confinement. Alors moi, voilà, en attendant, je travaillais dans un centre de soins, en fait, c'était mon job d'été. Je travaille là, c'est la merde pour tout le monde. Ma mère c'était compliqué, elle faisait des horaires d'enculé. J'ai jamais vu ça. Ma mère qui allait sur ses 60 ans, donc c'est quand même ric-rac. Et quand elle te dit que je vaccine toute l'arrière-garde de Édouard Herriot et que derrière, tu vois quand même que ça pique. Tu vois que ça pique quand en fait elle te dit ouais voilà il y a 30%, là actuellement c'est 30% de Covid. Donc compliqué. Le temps passe et derrière Gerflorn ne me rappelle pas. Je peux faire ma vie, je fais ce que je veux, c'est cool. À un moment donné, il me rappelle. Et en fait,
il me rappelle pour me dire ouais voilà, nous on s'est pas arrêté, la branche où j'étais, je dirais pas la branche, parce que voilà, il y avait encore de l'activité, des commandes à faire, etc. Parce que voilà, sans trop rentrer dans le détail, j'avais une branche qui était encore dans l'aéronautique, et l'aéronautique est stratégique dans la boîte où j'étais, mais bref. Ça travaillait quand même. Je me retrouve du coup prêt à me dire, bah voilà, Younes reste en stand-by, on va t'appeler dans pas longtemps, on va pouvoir recommencer le taf. Très bien, moi ça va. 2-3 jours plus tard, ma mère chope le Covid. Donc ouais, ça devait arriver, hein, au bout d'un moment, quand tu vaccines 30% de Lyon, dans un des plus gros hôpitaux de Lyon d'ailleurs, bah ouais, forcément, c'est ce qui arrive. Je suis dans l'obligation de prévenir ma boîte et leur dire, bah, voilà, ma mère a le Covid, donc ouais, qu'est-ce que je fais? Bon bah tu restes chez toi, ça sert à rien, tu vas nous contaminer, bref, nanani, nanana. Ouais. Mais du coup, là où ça se complique, c'est que du coup, je prends le taf en mai 2020. Sachant que j'avais tous mes projets de fin d'études, j'avais ma mission à l'étranger, on était dans le flou total. Alors là pour vous dire, c'était le bordel. Là, on savait pas dans quoi on marchait. On nous dit bah écoutez, faites, on va voir ce qui se passe. Mon projet de fin d'études prend alors c'est simple, mon projet de fin d'études, il est là. Il se prend une interne dans la gueule comme ça, mon pote, comme ça. Les fournisseurs qui sont annulés, entre ça, bref, c'était chiant. Je reviens du coup au taf, donc mon chef il m'explique, bon c'est la merde, nanani, aéronautique impactée, très bien. Par contre, moi je lui pose la question, bah voilà, on en est où pour mes projets? Bah voilà, tes projets, si tu peux les continuer, continue. Très bien, moi ça me va. C'est la seule réponse que je voulais. Sauf que, là, on rentre dans le côté un peu vicieux de l'entreprise et de l'industrie. C'est-à-dire que là, moi, j'étais alternant. Et du coup, j'arrivais quasiment à la fin de mon contrat. Du coup, il y a forcément les discussions de Younes, on en fait quoi? Et en fait, plus les réunions y passaient. Alors, attention, disclaimer. Ce que je dis, c'est mon ressenti personnel. Si ça se trouve, ce n'est pas du tout le ressenti. Moi, je suis encore à l'heure qu'il est en très bon terme avec mon ancien chef de chez Gerflor, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'est mon ressenti personnel. Donc avant que ça me dite quelque chose, voilà, faut remettre dans son contexte. Les projets en fait qui m'étaient confiés, petit à petit, me sont donnés, à par-ci par-là, tac, tac. Tac. Younes, excuse-moi Younes, t'aurais pas les données de conditionnement de trucs muches? Ou pourquoi? C'est moi qui m'en occupe, c'est mon projet. Ouais, mais comme ça, en fait, il va y avoir un projet, t'inquiète. Je le vois ça, je le vois. Et ça m'énerve parce que j'ai des projets quand même qui sont assez cool. Et je vois qu'en fait, on cherche à me soutirer les projets, je le vois ça. Et ça m'emmerde parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que je fous? Genre vraiment, qu'est-ce que vous foutez de moi derrière? C'est chiant, genre vraiment, c'est... Ok, mon projet qui se passe, ma soutenance qui se passe, j'ai mon diplôme, il n'y a aucun souci, on s'éclate pendant l'été, c'était incroyable. Petit extrait de ce que je faisais pendant l'été. Voilà. On en vient à la discussion de ouais, qu'est-ce qui se passe après? Et en fait, c'est trop drôle. Je me fais appeler pendant que je suis en vacances par mon chef. Younes, je dois te dire quelque chose, ce sera plus moi le chef quand tu viendras. Ah bon? Oui, il me dit ouais, non, mais t'en fais pas. Mais pour tout ce qui est discussion, on en parle, t'en fais pas. Ok, donc je reviens chez Gerflor, sachant qu'il me reste 2 semaines de contrat. C'est les 2 semaines légales à peu près, tu restes 2 semaines pour faire le transfert de compétences. Mais le transfert de compétences à qui? En fait, j'apprends que de base, je devais avoir un CDD de 6 mois pour finir mes projets. J'apprends que le CDD est annulé et que l'alternant potentiellement qui doit me remplacer ne sera pas là avant un petit moment. Ok, du coup, bah Younes, voilà, salut, on m'offre mon super maillot de Noël, très bien d'ailleurs. Merci, au revoir. Et ciao, hasta luego, que le bon vent te mène. Et salut! Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. J'arrive au chômage. Du
coup, j'avais un petit peu anticipé tout ça. J'enchaîne avec, comme je rappelle, je suis ingénieur industriel à ce moment-là. J'enchaîne avec les boîtes de presta. Donc, qu'est-ce qu'une boîte de presta globalement? C'est de l'intérim de l'ingénieur. En gros, c'est des mecs qui t'appellent. Oui, voilà, faites-moi votre profil. Ah oui, c'est très bien. Il y a tel client qui vous veut ici. Bon, ouais, ok, combien? Oui, je vous propose un package de rien du tout avec des avantages nature que vous pourrez avoir, bien entendu. Et potentiellement, si vous nous faites rentrer des mecs dans l'entreprise, vous gagnez 500 €. Oh non les gars, arrêtez. Ça. Alors j'en reparlerai de plus tard des boîtes de presta, mais c'est chiant en ingénieur. Attention, je les mets pas toutes dans le panier, mais c'est chiant. C'est un modèle mais qui est merdique. Et ceux qui sont parmi vous et qui sont à peu près dans ce truc-là, vous savez pourquoi. Vous savez. J'ai même pas besoin d'expliquer. S'il faut, j'expliquerai en commentaire. Je me fais contacter par une de ces boîtes pour mon profil qui est très intéressant. Pour une boîte qui fabrique des châssis et des châssis d'autocars et d'autobus à Annonay. À Annonay, vu comment c'est petit, il peut y avoir qu'une seule boîte qui fait ça. Déjà, c'est Iveco. Donc Iveco, j'ai travaillé chez eux en tant que technicien méthode entre 2016 et 2010. Je me dis, ok, cool, bah, on va aller chez Iveco. Moi, ça me va bien, enfin, je connais la boîte. Et du coup, alors là, on rentre un petit peu dans les backgrounds, comme j'appelle ça. Parce que on va avoir en fait un espèce de jeu. Et là, en fait, je l'ai compris très rapidement. Et c'est pour ça, là, maintenant, je vais parler des boîtes de presta. Donc, je suis démarché par une grosse boîte, et je vais leur dire son nom parce que j'ai pas vraiment de problème avec vous. J'ai plus un problème sur les boîtes de presta en général, mais bon, ça c'est un peu l'enjeu des industries actuellement, c'est un peu tordu, mais bon, je suis du coup approché par Alten qui est un client chez Iveco. Moi du coup, le renard que je suis, sournois, marche mon réseau. Ce qui est logique. J'ai travaillé 1 an avec des gens qui sont quand même des grosses pointures de chez Iveco. Iveco, très bonne boîte, hein. J'ai rien à dire là-dessus, je me suis éclaté. Hein. C'est juste que si vous étiez pas si loin que ça par rapport à moi je suis lyonnais. C'est quand même très loin, mais boîte très intéressante. Hein. Et en fait, Alten me dit voilà, vous allez avoir un entretien avec deux de nos mecs et vous. Enfin, deux personnes embauchées chez Alten et nous, et toi. Donc c'est un peu un Hunger Game d'entretien d'embauche, tu vois. Donc j'appelle mon ancien chef de chez Iveco et je lui demande voilà, je sais que vous avez des besoins en méthode, est-ce que c'est toi? Il me dit non, ce sera en méthode à côté. Donc en fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais ce sera à côté. Je lui dis bah voilà, est-ce que j'ai mes chances là-dedans? Il me dit bah écoute, t'as fait ce travail. Il faut savoir que c'est typiquement le travail que j'ai fait en alternance 3 ans auparavant. Donc normalement aucun problème. Hein. Je connais les logiciels, je connais le nom des logiciels, je connais le nom des personnes, je connais les procédures, je sais comment la boîte fonctionne, je connais même les opérateurs avec qui je vais travailler. Normalement, je me retrouve du coup chez Iveco. Et du coup, déjà il y a un truc, je l'ai vu direct, c'est le positionnement des mecs quand t'as l'entretien. J'ai été positionné en premier, donc déjà c'est pas la posture la plus idéale. Et surtout que les autres derrière moi peuvent surenchérir. Et en fait du coup j'étais le premier, je fais mon speech, ça se passe bien, franchement, rien à dire. Je tombe sur les 2 autres mecs qui sont, et là c'est là où j'ai compris la douille, 2 prestataires qui étaient auparavant chez Safran et Airbus en méthode avec de l'expérience et qui sont pas jeunes diplômés. Autant dire que c'est des pointures. Je me dis ok, mais j'ai toutes mes chances. Bon, vous devinez bien que je n'ai pas été pris pour ce poste. 2 raisons à cela. Sûrement parce que je suis jeune diplômé, et donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que ce truc-là se passe dès lundi et jusqu'à nouvel ordre. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Alors faut savoir un truc aussi, j'ai oublié, les entretiens à partir de Bac+5 sont
extrêmement long. Délai pour avoir le poste entre le moment où tu postules et le moment où tu l'as, c'est 1 mois, je pense. Et encore, je suis gentil. Hein. Il y a des fois où j'ai plus fait du 2 mois quand t'enchaînes en fait les entretiens à la centrale à Paris, puis tu reviens. Enfin, je me retrouve du coup en confinement. Ouais. Et là, le confinement, c'est la merde. En industrie, là, ce deuxième confinement a foutu la merde. Parce que en octobre, c'est là où en fait les industries clôturent leur budget pour l'année prochaine. Et là, en sachant mon expérience chez Gerflor, où en fait déjà les projets étaient arrêtés, là, c'est niet. Je sais que les projets, le peu de projets qu'il y a, c'est compliqué. Sachant que le projet était quand même assez stratégique chez Iveco, je pense quand même qu'ils ont voulu pas prendre de risques. Donc c'est pour ça que j'en veux pas à Alten. Par contre, personne ne m'a répondu derrière. Monsieur, je sais plus trop que de chez Alten, merci. C'est chiant, mais bon, c'est pas grave, une réponse aurait été fait plaisir, mais c'est pas grave, c'est passé. Donc 2020, je passe et du coup je commence un peu à lancer mes streams, à faire mes projets, je me dis bon, je sais que ça va passer. Je passe le permis moto d'ailleurs, je l'ai eu à peu près en novembre je crois, veille du confinement, se passe et du coup on arrive maintenant à 2021. Du coup, mon année 2021 commence et du coup je me remets à un emploi parce que je me dis bon, janvier, là on relance l'activité, c'est parti, bon on est toujours à peu près dans le deuxième confinement, mais bon, on se dit il y a peut-être des entreprises qui veulent peut-être avoir des gens qui travaillent, ça peut peut-être se trouver. Et j'en trouve une, alors je trouve une annonce et c'est là où commence le début des emmerdes. Pourquoi? Parce que je tombe sur une annonce d'ingénieur commercial. Alors, c'est des annonces classiques qu'on te fait quand t'es en sortie d'ingénieur. Un stage de 6 mois, plus un CDI derrière. Ouais, alors en sachant, je vous rappelle que j'ai 4 ans d'alternance, hein, mais bon, je postule là-dedans parce que ça me plaît. C'est dans mon domaine et c'est un truc en plus un peu entrepreneurial. Je me dis bah ouais, il y a un potentiel quoi. Et du coup, premier entretien, ça se passe bien. J'ai oublié de dire, vous l'aurez compris, parce que bon la douille va arriver, c'est une boîte de prestat, une boîte de prestations. Je vous adore les boîtes de prestations, ça vous avez compris, ça c'est, y a pas à dire. Deuxième entretien, petit café, comment tu travailles? Ouais, ça va bien. Ah bah oui, ouais, mais on va peut-être un stage, on va pas envisager ça, vous avez de l'expérience, on va faire une alternance. Ouais, pourquoi pas, mais bon, ça va être chiant d'être payé à 80% du SMIC. Ouais, mais bon, on va voir le salaire, on verra un peu plus tard. Même si le salaire, on verra plus tard. Troisième entretien, où on présente les gens avec qui je vais travailler, ça se passe plutôt bien, les locaux en plus ils sont neufs, on paye le café, c'est cool. Ouais, normalement il y a une petite voiture de fonction, moi je roule en Renault Talisman, le chef il roule en Audi A4 avant, mais ouais, non, ça devrait se faire. Moi je me dis putain, ça sent bon comme histoire. Jusqu'à ce que je fasse le dernier entretien, je vais pas dire le nom de l'entreprise parce que bon, ça sert à rien. Par contre, voilà, le mec, le dernier entretien avec le PDG de la boîte, on va l'appeler Monsieur Ballon parce qu'il a un boulard, mais ballon de baudruche. Ballon de baudruche. Tout ce que je vais vous raconter, c'est vrai. Donc, je vais vous la faire courte. On va faire un sketch. On va faire un sketch. On va. Bonjour Monsieur Ballon. Bonjour, Monsieur Shakir, c'est vous. Ah, merci. Bon, vous savez, on est au troisième entretien. Vous êtes passé avec nos différents collègues. Ouais. Moi, je suis le PDG de la boîte. Hein. Donc, Ok. Monsieur Ballon, c'est ça? C'est ça, exactement. Okay. Donc, du coup, vous voulez faire ingénieur commercial. D'accord. Mais vous n'êtes pas commercial. Non. Et du coup, il faudra qu'on forme alors, au niveau commercial. Ouais, mais je suis ingénieur. Oui, vous avez la technique, vous n'êtes pas commercial. Une petite spé ingénieur d'affaires, c'est quand même commercial. Petite? Enfin, la dernière année, ouais. Mais... Vous comprenez bien que vous êtes débutant, il faudra qu'on vous forme. Ouais. Non, mais oui. Nous, actuellement, on ne va pas vous proposer un poste. Nous, ce qu'on peut vous mettre, vous êtes débutant, sortez d'école, ok. Vous n'avez pas de formation commerciale. Vous avez un entretien. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, actuellement, vous allez nous faire perdre de l'argent si vous venez en commercial. Parce que le temps que vous soyez opérationnel, c'est du temps qu'on va vous payer où vous ne produirez pas de résultats. Ça, c'est un fait. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, non, mais ouais, vas-y, ouais, non, mais ouais. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est une alternance de 2 ans
à 80% du SMIC. Et par contre, voilà, vous pouvez vous estimer heureux parce qu'on vous paye les frais d'école. Mais l'alternance, c'est vous qui me proposez une alternance. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se combat, on se combat. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, typiquement, de la voiture de fonction, ce que je vous avais dit, avant, ce pourquoi on avait discuté, quoi. Ah mais là, si vous êtes alternant, au départ, vous faites des trajets avec votre voiture, au pire on verra pour des frais. Et puis, mais attention, hein, nous on travaille au mérite. Donc dès que vous générez des résultats, en fait une voiture ça se mérite, monsieur. D'accord. Vous voulez la voiture de fonction, Ouais, à partir d'un certain nombre d'affaires gagnées, ouais. vous aurez votre voiture de fonction. D'accord, et combien d'affaires? Ouais, 17, généralement on fait 17 affaires. Ok. C'est-à-dire que si vous êtes motivé, vous aurez la voiture. D'accord. Mais il faut bosser chez nous. D'accord. Ouais, c'est très très juteux ce que vous me proposez. Mais du coup, en fait, je vois pas pourquoi en fait vous prenez pas quelqu'un qui n'a pas fait ingénieur mais qui est bac+3 pour votre formation bac+2 et du coup vous le faites devenir ingénieur commercial. Mais nous, monsieur, il nous faut un ingénieur commercial. Ouais. Mais attendez, je vais vous recentrer, monsieur, hein, parce que là, je crois que vous n'avez pas compris. Vous voyez là, j'ai une pile de CV là. Vous voyez Ouais. tout ça là? Ouais. C'est plein de CV Ouais. de jeunes qui attendent juste de reprendre votre place. Je crois que vous n'avez pas compris un petit peu le procédé en fait, dans quel sens on est. C'est vous qui avez besoin de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est un ingénieur commercial. Donc après, c'est au choix. C'est à vous de voir. Moi, voilà ce que je peux vous proposer. Vous êtes ingénieur, certes, mais vous n'êtes pas commercial. Nous, on veut un ingénieur commercial. Ok. Pour les prendre à goûter. Alors, moi comme un petit con, je me suis pris un coup de pression, on va pas se mentir. Je me suis pris un coup de pression, surtout que, attention, il faut savoir que là c'était confinement, que moi je recherchais un taf. Et autre truc, et là on rentre un petit peu dans le perso, mais là qui va partir en couille. Ma copine de l'époque, elle habitait à Saint-Etienne et elle a posé sa dédite. On habite ensemble, en fait l'entreprise était à Lyon, on s'est dit bon, bah, ça va, on va faire un truc, tu vois. Sauf qu'en fait j'étais tellement confiant, et que cette confiance dans la jeunesse, merci. Ah putain. Je dis bon, le poste il est pour moi, tu vois. Je sors de cet entretien, bon je suis pas bien. J'appelle mes proches, je me dis ouais, voilà, ça passe un peu à la zone. Et on me dit bah voilà, si c'est ce que tu veux faire, vas-y quoi. Ouais, sauf qu'en fait, première insomnie. Je dors pas, je me dis putain, je me suis vraiment fait. En fait, c'est horrible. Genre, tu prends un coup de fierté, mais terrible. Au début, j'accepte. Enfin, sorti du truc, j'accepte. 9h, le mec, je l'appelle, je lui dis non, c'est mort, je refuse votre taf. Non, à un moment donné, je suis pas votre pute. Non. Le problème, c'est que ma copine a quand même posé sa dédite. Donc, niveau perso, ça urge, parce que bon, il y a 3 mois pour trouver un job. C'est la merde, et du coup, bah là, je commence un petit peu à sous-évaluer mes critères de choix. Donc, je pars sur des postes de technicien. Il faut savoir que là, je commence à développer une bonne phobie des entretiens parce que je me dis, putain, je vais retomber sur un mec comme ça, là, un charognard. Les entretiens, je commence à stresser, c'est angoissant, ça devient. Et là, je pense que vous vous doutez de ce qui se passe plus tard. Je reprends un taf dans une entreprise. Je fais une semaine, et au bout d'une semaine, bah, je craque, vraiment je craque. Parce que l'entreprise, voilà, il faut savoir qu'on est aussi encore dans le 2e confinement. C'est un poste où le chef de ce service était en dépression. Il y avait une autre personne qui était en dépression. Et un peu ambiance caliente, si tu vois ce que je veux dire. Une semaine et demie, je pète un plomb. Vraiment, je pète un plomb, je peux pas reprendre le truc. Je fais des trucs bizarres. Franchement, on va pas se mentir. Si vous vous reconnaissez, je m'excuse d'abord parce que franchement, c'est pas moi, mais en gros, là, on va arriver dans les parties un peu merdiques de cette vidéo. C'est que je suis tombé malade. Et là, on va l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Donc là, on en arrive à la partie pas drôle. Parce que, ouais, ça a commencé très fort. Parce que bon, là, faut savoir que je commençais un peu à faire des prémices de dépression, avec de l'insomnie, l'envie de rien faire, enfin tout ça, je vous passe les...
Ceux qui ont déjà été en dépression comprendront un peu l'idée. Du coup, les entretiens, j'élargissais un peu le périmètre et j'avais un entretien à Rive-de-Gier. Et en fait, il faut savoir que moi, j'habite à Lyon. Et pour ceux qui connaissent, il y a l'autoroute là, direction Saint-Étienne. Je fais un accident. Donc, un bon accident. Le pneu de la roue droite éclate. Je fais un droite, je fais un gauche. J'arrive à me replacer sur le droite. Je ne touche personne. Alors, je sais pas comment, mais je ne touche personne. Sauf que là, ça va être un gros traumatisme pour moi. Bah, je peux vous montrer les photos. Hein. Les photos, elles apparaîtront quelque part. Là, je pense. Mais voilà, ça a été un gros accident. Là, j'en arrive à un point où là, ça va être bizarre. C'est qu'en fait, dans ma tête, j'ai vérifié plus tard. L'accident, c'était bien un pneu qui a crevé. Bon, vous pouvez voir les photos, à mon avis. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Par contre, moi, je pensais que c'était moi qui avais fait l'accident. Genre vraiment, je pensais que c'était moi qui avais mis le gros coup de volant. C'est quelque chose que je pensais, que j'étais persuadé. Et là, du coup, t'as une espèce de distorsion de la réalité. En mode, je suis capable de me faire du mal, quoi. Après cet accident, on me diagnostique une dépression anxiogène, je crois, couplée d'une petite anorexie mentale. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, c'est des crises d'angoisse, de l'insomnie, de la perte, en gros, de la perte de mémoire, de la perte de tout, en fait. T'arrives même pas à manger. J'ai perdu 13 kilos, je crois. J'arrivais à 70 kilos, j'en fais 90 maintenant. Il s'est passé des choses, quoi. Tout ça pendant le deuxième confinement, hein, c'était quelque chose. En perso, ça commence à partir en couille, vraiment. Genre, je commence à avoir, en plus de mes problèmes de taf, en plus de plus avoir de voiture, je commence à avoir des problèmes perso, dont un petit ultimatum qui m'est laissé. Disclaimer. J'entre dans la partie perso. J'étais avec quelqu'un, avec qui j'étais depuis un certain temps, avec qui on avait des projets. Et cette personne, en fait, elle aussi a fait à peu près le même cursus que moi, mais s'est retrouvée avec un enchaînement que j'aurais dû avoir depuis le début avec Gerflor, c'est-à-dire le CDD de 6 mois qui donne un CDI. Sauf que en fait, elle se rendait pas compte de tous les problèmes que j'avais. Et moi, je lui parlais pas de tout ça. Parce que pour moi, c'était à moi, quoi. Ça a été une des erreurs d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Sauf que cette personne avait des attentes envers moi, et ces attentes, en fait, elles traînaient. Disclaimer, pourquoi? Parce que la suite est pas très drôle. Surtout à cause de cette personne. Mais cette personne, je ne lui en veux pas. Donc si jamais vous prend l'idée d'aller la chercher, ça sert à rien. Parce que voilà, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Mais ce que je vais vous raconter, c'est un peu sale. Donc faites pas de conneries, c'est tout, s'il vous plaît. Donc on me diagnostique tout ça. On fixe un ultimatum. C'est soit en gros tu viens habiter chez moi, soit en fait notre relation s'arrête. Ce qui est plutôt génial quand t'as tous ces problèmes là et que ça explose. Moi je comme un con. Hein. On est tous in love, hein, les gars. On est tous tombés amoureux un jour. Hein. Je dis oui. Parce que de toute façon en fait c'était plus moi. Je contrôlais plus rien. Vraiment je contrôlais plus rien à cette époque-là. Ça dure 2 jours. Au bout de 2 jours, je passerai les détails, dinguerie. Je reviens chez ma mère et ma mère me dit ouais là ça devient chaud. Ma mère qui est médecin quand même, ma mère qui est médecin et qui a pas vu le truc arriver. Elle me dit ouais là ça devient chaud, on va te chercher une clinique psychiatrique. Alors la première fois qu'on vous dit que tu vas rentrer en clinique psychiatrique, le premier réflexe que tu as, c'est de penser à vol au-dessus d'un nid de coucou. Et tu te dis, mais je vais pas aller là. Non, enfin, je suis pas taré quand même. Ouais, ça m'a fait super peur, les insomnies qui continuent. On commence à prendre des médicaments là donc on va parler français, antidépresseurs. Petite info, les antidépresseurs mettent 15 jours à faire effet. Mais en attendant, t'es dans les vapes, hein. C'est quelque chose. Surtout pour obtenir ta dose nominale, je rentrerai pas dans les détails, mais... Ouais, c'est quelque chose. Pendant tout ce temps-là, il faut savoir que moi, j'avais qu'une fixette, c'était de trouver un taf et de me mettre en appart avec ma meuf. Trouver un taf, me mettre en appart avec ma meuf. Je voyais plus mes amis, je ne répondais plus à mes parents.
Ma mère ne me reconnaissait plus. C'était quelque chose. Mais bref, j'atterris en clinique. Franchement, ça doit être une des pires périodes de ma vie parce que au début, tu vas pas. Franchement, alors c'est très rare les gens qui ont le recul au début de faire ça, mais c'est très rare de dire. Alors moi, j'avais le recul de dire que j'ai un problème. Par contre, à aller en clinique, je me suis dit, attends, je suis étudiant, je dois avoir 2000 € sur mon compte. J'ai vu combien ça coûtait. Surtout que... Ah oui, petit truc que j'ai pas dit. Quand j'ai fait l'accident de la voiture, j'ai éclaté la rambarde droite à Rive de Gier. Il faut savoir que quand tu éclates la rambarde, tu tombes dans dégradation de biens publics. Et en fait, ils viennent te chercher pour te dire « Monsieur, vous m'avez enculé ma voie arrière. Vous nous devez 1500 €. » Ouais, du coup, je pars en clinique. Au début, c'est super dur à vivre, on va pas se mentir. Les 2 premières semaines se passent bien, en fait, je stabilise mon traitement, ça se passe bien. Mais bon, les gens ont du mal à comprendre. Je remercierai toujours ma mère pour ça d'ailleurs. Au début, c'était un peu bizarre, mais je la remercierai toujours pour ça parce que du coup, elle a vite compris le truc. Et en fait, là-bas, on te met dans un espèce de cocon. Petit passage, je remercie beaucoup, alors ça, à mon avis, je le dirais parce que beaucoup de gens, à mon avis, vont être dans le même cas que moi, mais je remercie beaucoup la clinique de mes yeux à Clinéa. C'est eux qui m'ont soigné avec un docteur, je dirais pas son nom, mais bon, c'est pas... qui a vraiment fait son taf. Au début, je lui ai pas rendu la vie facile parce qu'au début, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, lui, et il y a une autre personne, s'il y a des gens qui étaient à peu près dans mon cas, je vous conseille l'Instagram à l'écoute de Lyon, ou alors je sais pas, je vais le mettre, mais c'est l'Instagram de Yannick Descharmes qui fait tous les mardis quelque chose en rapport justement avec les étudiants qui ont ces phases-là d'anxiété, de dépression. Je vous conseille d'aller le voir et c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Et alors je lui fais de la pub, mais moi franchement j'assistais à tous ces meetings. Alors là, je vais pas mettre dans le détail, je vais pas mettre dans le détail de tout ça. Je suis diagnostiqué, etc. Par contre, il se passe une dinguerie. Au bout d'une semaine de clinique, c'était trop pour ma copine qui va devenir mon ex du coup. Et qui me dit, Younes, c'est trop, c'est terminé. Et là les gars, alors en fait quand je vous dis mon objectif c'était de trouver un travail et de trouver ma meuf, c'était encore le cas, enfin de trouver ma meuf, wow. Lourd. Trouver un job et de me mettre en appart avec ma copine, c'était vraiment les deux choses auxquelles je pensais. Je pensais même plus à manger. Là en fait c'est simple, t'as deux chemins, on t'en coupe un. Ouais, c'est bizarre comme truc, mais c'est bizarre comme sensation. Ouais. Dans cette étape-là, je remercierais, ils se reconnaîtront, mais tous ceux qui sont venus me voir en plus. Il y avait le Covid et on avait le droit qu'à 2 visites par semaine. J'arrivais à chanter pour trouver une technique pour voir les gens, surtout que j'étais pas très loin de chez moi. Donc les gens en fait ils pouvaient me voir facilement. Je remercierais toujours ma famille et tous les gens en fait à qui je l'ai pas dit, si je l'avais pas dit et si je vous l'ai pas dit, c'est voilà, vous voyez bien la dinguerie, je peux pas, c'est des trucs que tu peux pas les dire au début, on va pas se mentir. Donc voilà, un mois part et je me retrouve du coup sorti et je me dis bon je vais arrêter un petit peu, je vais calmer le jeu. Je vais faire un taf de veilleur de nuit. Pourquoi? Parce que je me retrouve à faire ça. Alors, veilleur de nuit, avant j'ai travaillé en plongeur dans une cuisine. J'ai aussi livré dans les colis Amazon. Bon, je suis ingénieur, mais bon, j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de projets. Donc voilà, j'ai commencé. J'ai fait ça et veilleur de nuit, ça me plaisait. Enfin, ça me payait. C'est-à-dire, ça me payait en SMIC. J'étais plutôt content. Ça me sortait un peu de la routine, ça me sortait de chez moi. Et ça me permettait de préparer les vacances, donc des vacances que j'ai surkiffé, franchement, je vous mettrai quelques petits trucs là de ce que j'ai fait.
bloguer, j'ai pu faire des trucs plutôt cool. En même temps, bah, j'ai repris petit à petit ce pourquoi en fait on est là, de l'emploi. Je me suis retrouvé avec deux choix. Et là, on retombe sur la période de septembre 2021. Du coup, je me retrouve avec deux choix, du coup, avec des postes d'ingénieur cette fois-ci. Et du coup, on se retrouve avec une entreprise dont je tairai le nom, mais qui est une ESS, gardez bien ce nom en tête. Hello, motherfucker. Je retrouve mes collègues d'Alten. Alors, Alten, je vous aime beaucoup, mais putain, qu'est-ce que vous êtes des merdes. Qu'est-ce que vous êtes des merdes. Ah putain, ah franchement. Ma première entreprise, moi je m'axe industrie et environnement. Donc c'est ce qu'on me propose, industrie et environnement, on me propose un projet là-dedans. Je kiffe. Je priorise ce truc. J'arrive à avoir un CDD de 6 mois. Je le commence. Il se passe des choses, je reviendrai sur cette période-là plus tard. Cette entreprise-là me propose un CDD de 6 mois. C'est pas chez moi. J'ai des projets qui vont venir 6 mois plus tard, donc ça va bien, je vous en parlerai plus tard, parce qu'on est encore dans ces 6 mois. Ça me va bien. C'est dans ce que je veux faire, et je trouve que c'est quand même beaucoup de responsabilités, c'est challengeant, moi ça me fait kiffer, je leur dis bon. Entre temps, le travail de veilleur de nuit me propose des week-ends. Je me dis putain, tout bénef, je travaille un peu les week-ends. Et en même temps, je peux travailler sur un travail d'ingénieur. Je me fais foutre pour mes projets. Yes, banco. Si seulement ça se passait normalement. Ça se passe jamais bien, Mickaël. Hein? Si ça se passait trop bien, ça serait facile. Mais ma vie est une galère. Ma vie est une galère, exactement. Ma vie est une galère. Exactement. Alors là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 2 semaines. Alors, je fais le taf. Je commence le travail qui se passe super bien. Franchement, je m'oriente et tout, je me projette. Un CDD de 6 mois, c'est 15 jours, donc 2 semaines de période d'essai. J'arrive au bout de ces 2 semaines de période d'essai. On me dit, bon, après... oui, du coup... c'était très bien, voilà, on a pris le temps de voir de quoi vous êtes capable. Malheureusement, vous êtes un peu trop jeune pour gérer ce projet, vous avez des idées un petit peu farfelues et vous mettez les pieds là où vous ne devez pas, donc on a décidé de faire une rupture de cette période d'essai. Si seulement c'était que ça, hein. Parce que du coup tu vas te dire ouais c'est bon au pire en place salut. Alors faut savoir que le taf était pas chez moi, j'ai dû reprendre un appart, j'ai dû louer l'appart, j'ai dû avancer des frais pour faire un appart, j'ai dû faire des allers-retours qui m'ont coûté de la thune quand même, pour qu'au bout de 2 semaines on me dise dégage. Déjà, ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que tu peux te dire après, bon j'ai toujours mon travail de veilleur de nuit. Tu peux te dire que ça va, sauf qu'en fait il se passe aussi une dinguerie. En fait ce qui se passe c'est que apparemment je ne respectais pas les temps de travail et certains clients se plaignaient des veilleurs de nuit. Bon ok, la directrice me dit voilà du coup on a décidé de mettre fin à votre période d'essai. Nous aussi, tout ça dans la même journée. La même journée. Une journée un vendredi. Donc de vendredi je passe à ouais je vais me faire 3000 €. On redevient chômeur. Hein. C'est voilà. C'est très très beau. Petite précision, parce que alors vous vous reconnaîtrez dans cette vidéo, ceux qui m'envoient que j'ai en veilleur de nuit. Je vais pas vous faire de dinguerie parce que mine de rien je respecte toujours les personnes qui m'ont donné un travail. Sauf que sachez un truc, quand on donne un CDD de 2 mois à une personne suivi d'un CDI derrière, en fait la période d'essai n'existe pas. En fait la période d'essai existe sur le contrat, là c'était 2 mois. Sauf que les 2 mois de période d'essai étaient en fait les 2 mois que j'ai passé en CDD. Donc techniquement je pourrais aller au prud'homme pour ça, mais je vous ferai pas de j'ai la flemme, j'ai pas le temps, ça me saoule, franchement, vous me faites chier, vous me faites chier. Donc, pour résumer mon année 2020-2021, post-diplôme qui devrait être les meilleures années de ma vie, se retrouve être un calvaire monumental, merci le Covid. On en revient du coup à la vidéo du début, donc de Monsieur Macron.
Monsieur Macron, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Toutes les mesures que vous avez mises en place, c'est déjà pas mal. Un jeune, une solution, prime à l'embauche, etc. Ouais, tout ce qui est suivi psychologique, c'est très bien, c'est très bien. Et je sais qu'on est dans une situation quand même assez exceptionnelle, mais c'est pas assez. C'est pas assez, c'est parce que bon, si je vous prends un jeune, une solution, c'est bidon. Parce que un jeune, une solution, en fait, c'est juste un site internet où vous avez derrière les aides que vous pouvez bénéficier. C'est très bien, sauf qu'en fait, on vous renvoie vers des sites comme Région Job, APEC, etc. Tout ce qu'on fait, nous, de base, c'est juste ça. Ça, c'est très bien. Votre aide, je sais plus de combien elle est, il faudra que je trouve le chiffre. Je sais pas. Votre aide ne couvre même pas les coûts fixes d'une personne, donc en fait l'entreprise n'a aucun intérêt à embaucher un jeune. Même avec cette aide, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on se retrouve même dans des trucs un peu plus bizarres. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai été viré de l'entreprise en question, parce que bon, peut-être qu'elle voulait bénéficier de la prime, mais ça leur coûtait que dalle. Je ne sais pas, mais moi c'était une des possibilités parce que bon, se faire virer du jour au lendemain, c'est un peu bizarre. En fait, il y a des gens qui profitent du système, il y a toujours des gens qui profitent du système, et en fait nous on est des bénis oui-oui, au final on se retrouve au milieu, en fait on veut travailler mais on se retrouve dans des dingueries comme ça. J'ai pas parlé des boîtes de Presta parce que bon, du coup la porte des jeunes c'est forcément les boîtes de Presta, mais Alten typiquement, excusez-moi mais je vous ai aidé à avoir un plateau, vous savez de quelle entreprise je parle. Je reviens vers vous pour vous dire voilà, je suis en galère, je vous ai aidé, venez m'aider. Et je sais que c'est pas de votre faute, mais quand on me dit derrière que le client exige 5 à 8 ans d'expérience, excusez-moi, mais vous êtes à côté de la plaque. Là, c'est vous le client en question, vous êtes à côté de la plaque parce que 5 à 8 ans d'expérience et en même temps diplômé, moi j'en ai 4 en alternance, mon profil est déjà très rare. Et c'est déjà très très rare. Ça n'existe pas. Les gens sont planqués, excusez-moi, ils sont planqués soit dans des boîtes, soit ils ont ouvert leur truc parce que ça les saoulait d'être dans des grosses boîtes comme ça, soit ils n'ont aucun intérêt à passer en boîte de prestat. À un moment donné, vous ciblez des jeunes et derrière vous exigez 5 à 8 ans d'expérience. On est où? Enfin, excusez-moi, on est où? Donc voilà, monsieur Macron, vos propositions sont bidons. Et là, le cas que je vous ai raconté, c'est mon cas. J'en ai, rien que dans ma promotion, je dois en avoir 3 ou 4 qui sont dans la même galère que moi. C'est sûr. Donc, et qu'on ne vient pas me dire que je suis feignant. Je ne compte pas le nombre d'entretiens que j'ai fait. Et d'ailleurs, je m'excuse à toutes les personnes qui m'ont vu en entretien dans des états un peu merdiques. Parce qu'à un moment donné, quand on est dans ce genre de cas, ce n'est pas possible. C'est pas possible de tenir. Et pourtant, putain, je suis pas un petit fragile de pacotille. Hein. Du coup, là vous me direz c'est bien Younes, tu dénonces, mais est-ce que tu proposes des solutions? Eh ben oui, j'ai une solution. Bon, excusez-moi, je vais devoir parler avec une fiche. Hein. Désolé à tous mes professeurs, hein, mais bon, des fois ça arrive. Bon, là, vous avez le sketch de merde, hein, mais bon, c'est pas grave. Je la tiens comme ça. Premièrement, je vais ouvrir un Discord sur mon stream que vous pouvez aller voir. Donc, je vais ouvrir un Discord qui va s'appeler Stream News. Je vous mettrai le lien en description. Il y aura un formulaire à remplir pour les 18 à 26 ans. En fait, je vous demanderai de manière anonyme votre niveau d'études, la région où vous êtes, la durée depuis laquelle vous êtes au chômage, vos aspirations salariales, parce que, ah oui, ça je l'oublie. Mesdames et messieurs, propriétaires d'une école d'ingénieurs et toute formation en tout genre accréditée, c'est très très bien de nous donner l'eau à la bouche quand vous nous parlez de prestations salariales. C'est terrible quand on arrive et qu'on est complètement à côté de la plaque en entretien. Je m'explique, je vais donner les chiffres. Net d'impôt, mon école demande dit ne vous faites pas embaucher en dessous de 32K. Et vous pouvez aller jusqu'à 38. La plupart des boîtes de prestat te proposent en package, c'est-à-dire pas forcément le salaire brut. Je reviendrai sur cette notion, mais bon, en gros, tu as le salaire brut plus tous les avantages que tu as à côté. En salaire brut, on te propose la plupart du temps 30, 31 et jamais 32.
Donc quand vous dites ne vous faites pas embaucher à moins de 32K, excusez-moi, mais on a un vrai problème. Parce que, en fait, c'est tout con, mais une boîte de prestat, ça va jouer là-dessus. Vous vous renseignerez sur les boîtes de prestation, c'est leur rôle, c'est de placer des gens, des ingénieurs, des jeunes, qui n'ont pas forcément des notions de salaire. Donc derrière, on ne sait pas forcément dans quoi on fait. Excusez-nous, mais on n'a pas les armes, quand je vous parle, quand je vous donne mon histoire, on n'a pas les armes pour dire aux gens, non, on peut pas. Quoi, non à un salaire alors que en fait je travaille au McDo depuis mes 3 ans pour payer mes études. On est où? On peut pas, on ne peut pas, c'est pas possible. Parenthèse terminée, alors je redis anonyme, alors c'est complètement anonyme, hein. Vous me donnez le niveau d'études, votre région, la durée depuis laquelle vous êtes au chômage, vos aspirations salariales. Moi je vais recenser et essayer de réseauter via mon Discord, sachant que moi, bon, à force de faire des entretiens et surtout à force de développer un réseau, je suis potentiellement dans la région 69, les codes postales. Je vous donne les codes postales 69, 01, 42 et 38. Un petit peu 73, mais vu le coup qu'on m'a fait, j'ai pas envie de vous aider. Désolé les gars. Je suis sur un projet actuellement de création d'une entreprise. Qu'on se le dise, avec des personnes de ma promo, j'en parlerai plus tard. Mais ça va toucher globalement toute la région Rhône-Alpes, Isère, Ain et Ardèche. J'en parlerai prochainement, c'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo justement, déjà ce serait pas de s'apitoyer sur mon sort. Moi franchement ça va quand je vois que typiquement la vidéo d'Hugo Décrypte avec des gens qui parlaient de suicide, avec des gens qui parlaient qu'ils sont tout seuls et qu'ils n'ont pas 1 euro pour vivre. Ça pour moi c'est eux les vraies victimes. Moi au final j'étais toujours chez mes parents, j'ai toujours été bien nourri, bien logé. J'ai eu des objectifs, ça a foiré, c'est pas grave, c'est la vie. Donc c'est pas de s'apitoyer sur mon sort, mais c'est de vous montrer que vous en fait, et du coup vu mon ton, vous avez compris que je m'adresse à vous les jeunes, c'est que vous n'êtes pas tout seul dans cette situation. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage que j'ai aidé là-dessus et j'essaye de faire que mon cas soit un exemple pour qu'en fait ça arrive plus, ou que ça arrive le moins possible et que les gens soient conscients. C'est très important. Le but en fait c'est aussi de faire bouger les choses parce que en fait j'ai pas d'impédance politique, je m'en fous. Mon but c'est de diffuser mes kiffs, de faire mes projets et d'inspirer aussi les plus jeunes d'entre vous. Mon délire, voilà, moi c'est les sneakers, la moto, le sport, hein. Je fais quand même pas mal de foot avec un espèce de feignant que t'es là-bas. Bâtard. Avec qui là? Toi. Pas le fou hein. Je suis un dingue moi. Moi il y a un truc que je retiens en fait dans tout ça, c'est en fait dans la vie ce qui est important c'est pas c'est les actes parce que en fait C'est beau. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Attends, le vrai truc c'est mot texto. Dans la vie, les actes ne valent que par leurs intentions. En gros, c'est simple, mon but c'est de sortir le maximum de personnes dans la merde et surtout de lancer un élan que vous, monsieur Macron, vous avez essayé d'élancer, mais en fait, vu votre statut, c'est compliqué en fait parce que bon, vous n'êtes pas étudiant. Si nous on peut faire quelque chose de notre côté, on se débrouillera par nos moyens et nos moyens qu'on connaît tous. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je vérifie. Et aussi mon but c'est pas de la politique, hein. C'est d'aller en F1, hein. Moi mon but c'est la Formule 1, je veux mon putain de nom sur une Formule 1. Je le dis maintenant tout de suite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Rajoute un truc, tu penses? Ouais, dis-moi. Tu peux dire au pire. Ouais. Parce que tu vois, dans ton discours, il dit oui, je vous engage, quand on fait des entretiens, il faut insister, vous savez, que vous avez la bonne porte et pas s'arrêter à ce qu'on vous refuse. Ouais, attends, je vais mettre le truc ici. Ouais. Mais lâchez. Et l'autocensure, c'est donner raison à ceux qui ne vous font pas confiance. Se dire, cette formation, cet emploi n'est pas pour moi, c'est donner raison à des gens qui pensent que parce que vous êtes né quelque part, vous n'avez pas le droit d'aller dans tel secteur ou d'embrasser tel ou tel projet. Bien de préciser, tu vois, de dire que il parle de quelque chose qu'il n'a pas eu à subir parce que de l'époque, avant on recrutait, on prenait des personnes, ils avaient des compétences, on les prenait. Ouais. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont diplômées tous les ans et qui font énormément d'entretiens. Donc moi j'invite la personne à aller faire des entretiens
et se mettre à la place des candidats pour se rendre compte un peu de ce que c'est en fait. Ouais, après faire un entretien quand t'es président de la République, je sais pas comment tu veux organiser ça. Non, mais bon, peut-être McFly et Carlito, hein, qui sait. Il va pas en Ce faire. serait drôle de faire un truc McFly et Carlito qui font un entretien de président à. Il va pas en faire, mais il se rend compte Ça que serait les drôle, choses hein, ont mais- évolué avant. Quelque chose de très important, et en fait les boîtes de prestat c'est sur ça qu'ils jouent, et c'est ça que j'ai compris, et c'est pour ça que moi je voulais pas me lancer là-dedans. Fuyez les boîtes de prestat. Fuyez les boîtes de presta? Non, en vrai c'est une très bonne porte, sauf qu'en fait on part vers une décentralisation des connaissances. C'est-à-dire qu'en fait on va être embauché, on va pas être embauché, on peut vous dire ce que vous voulez, vous ne serez jamais embauché pour la personne que vous êtes embauché pour les compétences et ce que vous apportez à l'entreprise. Et ça c'est super important parce que les boîtes de presta, eux, quand elles vous demandent de faire un dossier de compétences typiquement, elles ce qu'elles cherchent c'est en gros qu'est-ce que je vends à l'entreprise. Et ça, pour moi, on n'en garde plus le côté humain. En fait, on garde des personnes qui sont des intérimaires. En fait, on va avoir des intérimaires pour tout ce qui est travail. J'aime pas dire ça, mais en fait, Non, mais c'est des travaux basiques qui ne requièrent pas forcément de compétences particulières. Et pour les compétences particulières, on va demander à des boîtes de prestat. Donc en fait, c'est juste de l'économie de cerveau et en fait, on en oublie l'humain derrière. Et du coup, ben, Et qui vise surtout, si vous avez des boîtes de prestat, vaut mieux viser des boîtes à taille humaine. ouais, moi je trouve que c'est pas problématique. Il y a certaines boîtes de prestat que j'ai en tête, c'est quand même, c'est clairement c'est quand même très bien. Mais il y en a, c'est Voilà. voilà. Vous allez vous faire rappeler par une personne qui vont vous donner après. Enfin, il y a 5 personnes dans la même boîte qui vont vous appeler pour vous recruter et chacun, ils n'ont pas de communion que. Et en fait, ils font de la masse en fait, dès que vos CV, il y a pas. Bah viens en parler, putain, toi t'es là. Non, je ne veux pas, je suis innocent, je suis loin de tous ces problèmes. T'es innocent, putain, faudrait que tu fasses une vidéo hein, là-dessus, parce que je crois que ton parcours il est pas tout. Mais je vais en faire une sur mon parcours professionnel. Hein? Je vais en faire une sur mon parcours. Eh ben vas-y, fais-toi place, je vous mettrai la vidéo en description. Peace à vous. Dernier truc, pour ce projet, alors moi, j'avoue, ce sera plus un projet personnel que j'ai en tête. Mais je suis actuellement en recherche de fonds, j'ai des projets qui m'intéressent. Là j'ai ouvert un compte, je vous mettrai le lien sous la vidéo. C'est un compte KissKissBankBank. Bon, c'est un peu mon projet perso, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui à mon avis fera travailler beaucoup de gens si ça réussit, si ce que j'ai en tête se passe bien. Le seul truc que je demande, c'est voilà, je vais faire des contreparties, je pense qu'elles sont plutôt cool, vous verrez en description. L'idée c'est quand même voilà, de s'entraider, et si je peux, si vous avez quelques idées en fait vis-à-vis des contreparties qui sont là-dedans, n'hésitez pas, je verrai en fonction de mon truc. N'hésitez pas à mettre en commentaire en fait ce qui pourrait être une bonne idée. Moi chaque commentaire sera lu de toute façon. Donc n'hésitez pas là-dessus. Je remercie plusieurs personnes en fait, dont Villebrequin, parce que c'est surtout Sylvain qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Espèce de merde. Voilà, ben, j'espère que d'ici là, moi je vous donnerai un petit peu le suivi de ce qui va se faire. Mais voilà, cette vidéo est terminée en tout cas. Peace les gros. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Sekti, j'ai 23 ans et j'ai perdu 130 kg. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se prendre en main et qu'avec de la volonté et de la persévérance, on peut atteindre son objectif et être heureux. Si au moins une personne parmi vous, après avoir vu la vidéo, a le déclic et décide de reprendre sa vie en main, alors j'aurai réussi ce que je voulais faire. J'en dis pas plus et je vous laisse regarder la vidéo.